Fire Kid, c'était mon surnom, il a plus envie de faire des flammes, il va remonter à la source de ce qui faisait la flamme et puis faire un état des lieux qui puisse lui montrer c'est quoi le nouveau chemin maintenant. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui ont le sentiment d'être dans la vérité. Alors qu'en Inde, le problème, c'est pas être dans la vérité, c'est être dans quelque chose qui nous libère. Tu sais, la seule façon d'avoir l'éveil, c'est quand tu le veux autant que c'est important pour toi de respirer. C'est un peu comme le MMA. On se raconte beaucoup de cinéma à soi-même. Quand j'entends des gens qui disent « quand on veut, on peut », Spinoza, ça leur a fait hurler de rire. Alors, bonjour à tous, donc Mathieu Penella pour le podcast Zone Rouge. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, c'est un vrai très grand honneur d'accueillir donc, mes deux invités donc, que je vais présenter de manière successive. Donc, en premier, donc, Tom Duquesnoy, ancien combattant UFC, actuel coach, nouvellement coach de l'US Métro, donc un grand pôle de performance en MMA. Et en face de nous, on a donc Marc Balanfa, qui est donc professeur et l'un des spécialistes et le traducteur de la Bhagavad Gita, donc le texte qui va nous accompagner un petit peu aujourd'hui. Peut-être pour commencer, c'est quoi, tout d'abord Tom, ta première rencontre avec la Bhagavad Gita, avant de demander pour le coup la première rencontre de quelqu'un qui en est spécialiste. Ouais, moi c'est tout à fait par hasard. Je recherchais un peu les textes qui avaient pignon sur rue pour ce qui concernait à l'époque. J'étais intéressé beaucoup par ce qu'on appelait vulgairement l'éveil spirituel et que tu avais quand même quelques personnages et quelques textes qui considéraient sacrés, qui pouvaient être utilisés pour celui qui avait envie de lire et commencer à se mettre en méditation, quoi. Et c'est à quelle période? C'est au moment où justement la page de l'UFC se tourne? Exactement. Ce qui m'a fait tourner la page de l'UFC, c'était une demande de recherche, une envie de trouver quelque chose que le combat m'avait pas apporté le combat jusqu'alors. Et puis, puisque le MMA, ça ne me l'avait pas apporté, je me suis mis à chercher dans ces textes. Et donc, la Bhagavad Gita en faisait partie. Et donc, pour le coup, pour vous, quel a été le moment de découverte de ce texte-là? Est-ce que c'était d'abord un amour Moi, j'en avais entendu parler il y a très longtemps, donc quand je commençais mes études d'indianisme. Mais bon, j'avais de très, très vagues notions. Et puis, il se trouve que quand j'ai proposé donc à un éditeur Flammarion de le traduire, là, ça m'a permis de le découvrir. D'accord. Mais vous étiez déjà attiré par l'Inde en général Ça fait longtemps. Oui. Depuis l'enfance, je suis attiré par l'Inde. Et parallèlement à mes études de philosophie, j'ai fait des études donc, d'indianisme, c'est-à-dire sanskrit, histoire de l'Inde, histoire de l'art. Et vous savez quel a été le point de départ vers cet attrait-là? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers l'Inde? Ensuite, probablement des souvenirs d'enfance, probablement des prix, parce qu'il y avait encore des prix à mon époque au lycée. Et donc, j'avais reçu un prix sur le Tibet. Et dans ce livre donc, qui racontait l'itinéraire donc, de savants allemands au Tibet, enfin, on parlait aussi beaucoup de l'Inde. Donc, je pense que ça doit être le premier petit texte qui m'a accroché. D'accord. Et vous l'aviez déjà lu au moment où vous demandez de toute façon de le traduire. Donc vous vous rappelez des... À peine. J'avais lu juste des passages. C'est vrai? Oui, juste des passages. Oui. Ok, donc très intéressant. Pour le coup, je pense que l'incise va être intéressante. On va tourner autour de ce sujet-là. Je lance le générique et on revient tout de suite. En fait, moi, où le parallèle, pourquoi je voulais mettre ces deux mondes en parallèle, c'est que la discussion qu'a Arjuna avec Krishna, est-ce que peut-être vous voulez un petit peu définir ce qu'est la Bhagavad Gita, peut-être Marc, on va demander quand même à quelqu'un qui est... Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé quand j'ai découvert ce texte, c'est que on présente un héros, en plus, donc c'est le guerrier idéal donc, des Pandavas, enfin, d'une famille. Et ce héros-là est pris de défaillance, est pris de compassion. Et ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant si on compare avec les textes occidentaux. Dans les textes occidentaux, par exemple, Achille, au début de la guerre de Troie, il refuse de combattre, mais pas du tout par compassion, parce qu'il est en colère, parce qu'on n'a pas tenu compte de ses désirs. Mais on ne voit pas tellement, nous, de grands guerriers qui, tout d'un coup, s'arrêtent par compassion. Et là, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut présenter le plus grand des guerriers presque comme un être féminin? Enfin, c'est son côté féminin qui ressort.
Et ça, au fond, Krishna, en réponse, se moque presque de lui. Il essaie un peu de le tourner en ridicule. Il lui dit, mais enfin, comment tu vois pas ce que tu dis, tu oses. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est en effet très intéressant. Et je pense que donc, le Mahabharata, c'est l'équivalent, oui, je pense que vous le dites, de l'Iliade et l'Odyssée, le Mahabharata. Multiplié et par 10. Multiplié par 10. Parce Voilà. que, en fait, c'est des textes qui sont des textes très anciens, des textes oraux. 100 000 strophes. Et donc, ouais, donc c'est 100 000 absolument. strophes. On n'a jamais rien composé de pareil. Ouais. Hein. Et Jamais. Est-ce qu'on a une idée de la date à peu près? Oui. Aujourd'hui, on pense que ça a été composé sur 6 siècles, entre le 3e avant et le 3e après. Wow, ok. 6 siècles de composition. Ok, c'est absolument. Avec des retours en arrière, avec des passages un peu ajoutés. Donc 6 siècles par des brahmanes, évidemment, parce que c'est eux qui détenaient le savoir. Et on pense aussi, sans doute, en réaction à l'expansion du bouddhisme. Parce que c'est une époque aussi où le bouddhisme s'étend dans toute l'Inde, et les brahmanes, au fond, voient d'un mauvais œil l'expansion du bouddhisme, parce que le bouddhisme est assez critique, même très critique, vis-à-vis, par exemple, des sacrifices sanglants que le bouddhisme condamne, vis-à-vis des castes que le bouddhisme condamne. Donc les brahmanes se défendent en inventant une épopée qui est le Mahabharata, dans laquelle ils mettent toutes les croyances hindoues. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le Mahabharata, c'est un petit peu un argument de communication? C'est réussir à séduire plus de personnes? Je pense, en tout cas, c'est un argument de communication et de défense des brahmanes, de la société brahmanique de cette époque, contre l'expansion du bouddhisme. Okay. Parce que le bouddhisme, il faut le savoir, ne cesse d'attaquer les brahmanes. Hein. Sur tous les sujets, il les attaque. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va se défendre. Et ils ont trouvé un moyen, c'est un moyen littéraire. Inventer une immense histoire comme ça, parce que c'est des histoires qui s'intriquent les unes dans les autres. En fait, c'est d'une complexité un peu folle, mais c'est très amusant en plus. C'est extrêmement amusant. Et pour résumer, en fait, donc c'est deux parties d'une même famille, donc des cousins en fait qui vont se battre. La partie Pandava, donc les filles de Pandu, et de l'autre côté les Kaurava. Voilà, et donc ils mènent une grande guerre. Alors il y en a c'est assez manichéen quand même. Il y en a qui défendent le bien, les autres qui défendent plus ou moins le mal, la perfidie et la duplicité, qui sont les Kaurava. Et on suit les Pandava dans le Mahabharata. L'un de ses frères, donc il s'appelle Arjuna. Et donc lui, c'est le plus jeune des frères, et il est en effet le guerrier le plus puissant. Se passe en fait un moment où ils se font la guerre, donc les deux armées se font face, et Arjuna est pris d'un moment de conscience en fait, où il se dit, mais si je participe à cette guerre, je vais tuer ma famille, un maître, des gens qui me sont chers, et donc vaudrait mieux pas que je... C'est-à-dire qu'il est pris dans un conflit de valeurs. Parce qu'à l'époque, en fait, il dit, il y a les valeurs des guerriers. Si j'obéis aux valeurs des guerriers, je dois tuer mes cousins, mais en tuant mes cousins, je bafoue les valeurs de la famille. Donc, mais si j'obéis aux valeurs de la famille, après on va me dire que j'ai pas respecté les valeurs du guerrier. Donc au fond, il est pris dans un dilemme. C'est exactement ce qu'on appelle un dilemme. Donc il se dit, si je suis pris dans un dilemme, je préfère ne rien faire. Ça, c'est le début donc, de la Gita. Ouais. Et donc il parle justement avec son cocher, qui est aussi son conseiller, son ami, donc qui s'appelle Krishna, mais qui est un peu plus que ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, pourquoi moi j'ai trouvé le parallèle très intéressant avec toi, Tom, c'est que donc, au moment où tu pars de l'UFC, il y a un peu cette chose-là qui se passe en toi. Est-ce que tu peux me parler justement de ce moment de toi où tu décides d'arrêter, en tout cas, le MMA pour un temps? Ouais, et puis moi, je pense qu'on est tous des Arjuna en puissance, symboliquement, mais au moment où j'arrête l'UFC, j'avais besoin de trouver autre chose, quelque chose de plus confortable. On parlait du feu qui s'épuise à un moment donné chez le guerrier. Moi, il y a eu un peu ce phénomène-là. Puisque Fire Kid, c'était mon surnom, il a plus envie de faire des flammes, il va remonter à la source de ce qui faisait la flamme et puis faire une reconnaissance des lieux, un état des lieux qui puisse lui montrer c'est quoi le nouveau chemin maintenant. Et donc à ce moment-là, j'en ai parlé aussi dans d'autres interviews, il y avait des rapports avec des états mentaux que j'avais visités, un rapport avec l'absurde, la répétition, le chemin, la dureté du chemin, quoi, qui faisait que le MMA m'avait apporté beaucoup, mais là, je pensais qu'arrivé une fois à l'UFC, il allait se passer un quelque chose qui fait que tout se stabilise et tout devient incroyable, quoi. Mais c'est pas passé ça, ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé la recherche.
Mais reprécise sa question parce que j'ai peut-être pas répondu à la Non, question. je trouve que si, tu y réponds, mais en fait, c'est que je me suis imaginé une discussion que tu aurais pu avoir à ce moment du choix. Tu n'as pas eu ton Krishna. Ton Krishna ne t'a pas dit continue, tu es un guerrier, tu ferais partie de la caste des guerriers, tu représentes ton dharma. Donc ce qu'on appelle le dharma, je ne sais pas si vous pouvez traduire de manière... C'est l'ensemble des normes et des valeurs qui guident nos conduites. L'envie de persévérer dans et ça a une dimension aussi cosmique. Mm. C'est pas seulement une dimension sociale, c'est socio-cosmique, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire destin dans une certaine mesure? Est-ce qu'on est destiné à faire quelque chose? C'est ton Alors dharma. ça englobe le destin, effectivement. Le dharma englobe le destin, oui. Et donc je me suis représenté là-dessus en disant, est-ce que tu as eu cette discussion avec un Krishna qui t'aurait dit, en fait, continue, tu es fait pour ça? Moi, il n'y a pas eu la crise émotionnelle qu'Arjuna au début du... Il n'y a pas eu cette crise-là. Il y a une réflexion qui a duré quelques semaines, que j'ai laissé reposer. Et puis après, c'était clair comme de l'eau de roche. Il s'agissait d'aller faire quelque chose d'autre dans ma vie, tu vois. Donc, toi, ça a été plus une évolution. Après, les conséquences aussi auxquelles fait face Arjuna, c'est pas exactement les mêmes non plus. C'est-à-dire, il va tuer des gens. Donc, la conséquence est plus directe. C'est vrai que toi, ton choix est moins extrême. C'est la même idée d'aller au-delà d'un chemin tout tracé. Normalement, si tu es combattant de MMA, tu arrives à... En fait, j'arrive à 24 ans et à 24 ans, normalement, c'est le moment où ça commence à être intéressant parce que tu arrives dans le top 20 et puis c'est le moment où tu es le plus mûr physiquement. Donc, c'est là où tu es censé faire tes plus belles années et puis, ceci se faisant, t'enrichir et devenir une tête de gondole qui te permet de capitaliser sur ton image, sur le restant de ta vie. Donc, c'est quelque chose de très intéressant pour un jeune qui s'est battu et qui a fait sa place pour arriver là. Mais à ce moment-là, c'était plus ça qui m'appelait, quoi. Et c'est le Bhagavad Gita est arrivé après coup, quand il y a eu la recherche de sens. Mais ça veut dire quand même qu'il t'a permis de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là, à peu près. Le fait de la Bhagavad Gita, si je le prends au sens où moi, il semble que je l'ai compris, il y aurait eu plus de chances pour qu'il me refasse continuer le combat. Parce qu'il me dit, tu n'es pas... Voilà, t'es pas l'auteur de l'action, tu es simplement une conséquence qui fait que tu n'es pas lié karmiquement. Et moi, à l'époque, j'avais du mal aussi avec le phénomène de faire couler du sang à un moment donné. C'est-à-dire, si tu cherches à plus de confort physique et mental et être bien en toi-même et autour de toi, peut-être que la première étape, c'est d'arrêter ça. Mais si tu lis la Bhagavad Gita, c'est pas ce qu'il te dit. Il te dit, tu n'es pas responsable. Je trouve ça très intéressant et en même temps, ce que je trouve presque le plus vraiment intéressant dans la Bhagavad Gita, c'est que Krishna ne réussit pas à convaincre Arjuna, c'est par la divulgation du fait qu'il n'est pas que Krishna, qu'il est une divinité, une réincarnation donc de l'entité suprême Vishnu, et que c'est que par cette démonstration de force qu'il réussit à convaincre Arjuna et que lui se dit « Ah oui, d'accord, en fait ». J'avais pas conscience qu'en fait il y avait un monde, tout un univers qui allait être là, donc j'accepte de combattre parce que tu me dis qu'en fait tu me fais voir l'envers du décor. Et c'est aussi pour ça que toi, pour le coup, tu ne fais pas ce choix parce qu'il y a personne qui vient te montrer la transcendance qu'il y a derrière. Je dirais que le combat il a continué mais différemment. Ouais. Tu vois, donc il s'est plus incarné dans le sens de l'archétype du guerrier, mais plutôt du guerrier pacifique. Mais c'est tout à fait le même guerrier. C'est juste qu'il y en a un qui fait couler le sang et l'autre qui protège. Mais c'est l'yin-yang, ça revient au même pour moi. Et c'est quoi, par exemple, votre réaction par rapport à ça, du fait qu'il ne convainc pas? Parce que je trouve que moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience même que dans un débat, on ne peut débattre qu'à hauteur de conscience égale. C'est-à-dire que si on ne parle pas de la même chose, si on ne parle pas de niveau de conscience égal, on n'arrivera tout simplement pas à s'entendre. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça que montre la Bhagavad Gita. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. C'est vrai que ce que vous dites là, ça me rappelle un ami psychologue qui disait de toute façon, on ne convainc que les gens déjà convaincus. Un peu vrai. Et alors en plus, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un autre passage après la Bhagavad Gita dans le Mahabharata qui s'appelle l'Anu Gita, c'est-à-dire ce qui fait suite à la Gita. Et dans ce passage, en fait, Arjuna montre qu'il n'a
toujours pas compris ce que lui a enseigné Krishna. Répète-moi. Voilà, c'est littéralement ça. Ouais. Je l'ai relu en fait parce qu'en feuilletant le Mahabharata, donc justement, je recherchais cette partie et donc c'est par qui donc le chant des bienheureux et il y a marqué le deuxième chant des bienheureux et je fais mais c'est quoi ça? En fait, en le relisant, je me suis dit, ah oui, en fait, il avait toujours pas compris. Donc après la guerre, il veut qu'on lui répète un petit peu. Parce qu'en réalité, au fond, on voit bien que tout ce qui est au centre de la Gita, c'est la notion d'agir. Qu'est-ce que ça signifie agir aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce que c'est un homme d'action? Et on voit que c'est pas simple de comprendre ce que ça signifie vraiment agir. On peut faire plein de choses dans la vie et en fait ne pas agir. Les gens, par exemple, qui s'énervent, qui s'affairent. Bon, il y a plein de gens qu'on voit autour de nous courir. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font réellement, ces gens-là? Au bout de la journée, ils font rien, quoi. Ils ont tourné dans leur petit bocal, puis c'est tout, comme un poisson rouge. Les vrais hommes d'action, en fait, on n'en rencontre pas beaucoup dans la vie. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, pourquoi agir, quoi? C'est toutes ces questions. Et ce côté aussi d'avoir un impact sur l'ordre du monde, j'ai l'impression aussi, parce que le choix de la participation ou non de Arjuna à la guerre, elle est centrale. Parce qu'en fait, donc les Pandavas sont moins nombreux que les Kauravas, donc s'ils ne participent pas, c'est perdu. Exactement. Ils savent que c'est la défaite ultime. Donc, moi, c'est ça qui m'a plu dans le texte, c'est qu'on lit un texte pour avoir une réponse, on n'a pas la réponse, mais on a pris beaucoup de joie, si tu veux. Et le côté libre arbitre, la culpabilité, qui fait, qui? Est-ce qu'il y a un ego, la présence d'un ego, le moi, le mental? En fait, ça ouvre des questions plutôt que ça en donne une réponse concise, quoi. Et il y a ce côté aussi, donc, alors, pour expliquer un petit peu, il y a le premier argument que Krishna utilise avant qu'il révèle le fait qu'il est divin, c'est que le soi ne peut pas être tué. Genre, je ne sais pas si dans votre traduction, c'est utilisé le même terme. Sauf que je ne dis pas le soi, mais enfin bon, ça tourne autour de ça. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer justement un petit peu ce passage-là, Alors ça, premier argumentaire? Ça, c'est un passage très philosophique qui vient d'autres textes qui s'appellent les Upanishads, qui sont antérieurs à la Bhagavad Gita. Et ça, c'est vraiment une création de la philosophie indienne, cette idée d'un soi. En Occident, on a beaucoup de mal à comprendre cette notion parce qu'on veut à tout prix la rabattre sur le moi. Or, justement, c'est ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec le moi. C'est encore autre chose de parler de soi. Ce serait l'âme, on pourrait dire, dans sa traduction. Certains ont voulu traduire par âme, mais ça ne correspond pas non plus vraiment à l'âme. Parce que soi, au fond, c'est une espèce de présence au monde, mais une présence impersonnelle. Je me rappelle que quand j'essayais d'expliquer ça à mes étudiants, avoir une présence impersonnelle au monde, ils avaient un peu de mal, parce que pour eux, une présence, ça doit être personnel. Pour nous, nécessairement, on est là, on affirme notre personnalité. Et l'Inde, elle dit non, vous êtes dans la présence, mais une présence non personnelle. Et ça, c'est quand même subtil à comprendre. Parce que je trouve que la manière la plus simple pour moi de le comprendre, c'était d'opposer le dualisme et le monisme. Donc l'apport pour moi, par exemple, de quelqu'un comme Nietzsche, c'est de dire c'est un corps qui pense. Donc lui, il dit que âme et corps sont la même chose, et donc c'est un corps qui pense, et c'est parce qu'on a l'expression des sens qu'on ressent à travers le corps qu'on va agir et qu'on va penser entre guillemets différemment. Et le dualisme, c'est l'inverse donc de ça, c'est qu'il y a un corps et il y a une âme. Et j'ai l'impression, en tout cas, que le soi, en tout cas, ce que dans ma version, on traduit par le soi, et dans la Bhagavad Gita, c'est ça. Et donc, en fait, il y a ce qu'ils appellent la transmigration. Donc, que le soi ou l'âme ou cette chose va passer, en fait, de corps en corps et qu'on va se réincarner. Donc, notre enveloppe charnelle se change comme on changerait des vêtements usés, etc. Je crois que c'est même la métaphore qui est utilisée à l'intérieur de la Bhagavad Gita, et qu'en fait, c'est ça qu'on va changer. Et Krishna lui dit, tu ne peux pas tuer le soi, donc même si tu tues des gens, tu auras que leur enveloppe charnelle, ils vont continuer de vivre, repasser dans le cycle de la réincarnation. Et donc c'est un peu son premier argumentaire pour dire tu ne vas pas les tuer en fait. Est-ce que c'est ça comme ça? Non seulement, alors en plus effectivement, ce que vous dites est très juste, mais en plus il lui dit de toute façon, n'oublie pas que le seul qui agit réellement dans cette guerre, c'est moi. C'est-à-dire que Krishna, il dit oui, moi je suis responsable de la guerre et je sais déjà à l'avance qui va mourir et qui va rester vivant. Donc effectivement, c'est pas l'homme qui est responsable. Il lui dit voilà, tu dois être mon instrument, c'est tout. Je te demande de m'obéir, mais c'est moi qui ai tout prévu. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fin de la guerre, en fait, les ennemis, les cousins ennemis, on les retrouve au paradis des guerriers.
Dire au fond, qu'on soit du bon camp ou du mauvais camp, enfin, on se retrouve tous au même endroit, c'est le paradis des guerriers. Ouais, Ce qui vient casser complètement le mythe judéo-chrétien, tu vois. complètement. Ben, c'est ça, oui, parce qu'il y a, en fait, là, justement, on dépasse le manichéisme. Le manichéisme. On dépasse complètement le manichéisme. Parce que les mauvais, mais ils ont quand même accompli leur devoir de guerrier, donc ils sont dans le paradis. Mais moi, j'aime le fait que la Bhagavad Gita annihile tout espoir, dans le sens, il y a quelque chose à espérer par nos actions, ce qui redéfinit l'auteur. Et ça, je pense, c'est le grand gain de ce livre. C'est ça, effectivement. Il faut compter sur soi, dire sur ce qu'on va faire, sans se dire je vais atteindre un paradis. De toute façon, ça, c'est pas nous qui décidons. Ça se fait ou ça se fait pas, et c'est pas le plus important au fond, parce que tout le monde se retrouve à la fin de la guerre dans le même paradis. Mais dans un monde actuel où on n'a pas la chance d'avoir un Krishna pour nous révéler la vérité, comment on essaye justement d'atteindre cette vérité? Comment on réussit à comprendre pourquoi on est fait? Est-ce que ça, c'est une question ouverte, je suppose? Est-ce que tu as cette problématique-là? Moi, j'estime que je suis à la fois mon propre Arjuna et Krishna, et je me fais ma propre psychanalyse ouverte comme ça. Et il s'agit du coup d'être honnête avec soi-même, et du coup de pas cacher ses parts de vulnérabilité, et de faire le vrai travail comme ça. Et puis de se faire accompagner aussi, ça peut être intéressant. Moi, j'ai fait comme ça. Je sais que les balades en nature, en écoutant des passages de ce livre, enfin d'autres approches, hein. Il y a aussi beaucoup les sages de l'Inde comme Nisargadatta Maharaj ou Ramana Maharshi, ou même l'époque Jean Klein avec son fils spirituel Éric Barré, tout ça. Que je pense que même de nos jours, on peut s'éveiller avec YouTube. Il faut juste maintenir le cap, avoir un travail sincère, et puis faire les heures de travail, parce qu'il y a quand même une question de se concentrer sur le sujet. Il y avait même Nisargadatta qui disait à l'époque, tu sais, la seule façon d'avoir l'éveil, moi ce que je traduis par atteindre cette réalisation, cette détente intérieure, c'est quand tu le veux autant que c'est important pour toi de respirer. Ça n'arrive pas avant. J'ai trouvé ça fou. Ben, c'est un peu comme le MMA. Le MMA, tant que tu n'y penses pas H24, c'est pas forcément sûr que tu arriveras un jour à être en compétition avec les meilleurs, quoi. Donc ça se ressemble. Il y a une exigence dans la Bhagavad Gita qu'il y a dans le MMA. Celle où tu ne peux pas fuir. Tu es obligé de combattre. Ben, c'est ça, effectivement, c'est ce que lui dit Krishna. Il lui dit, bon, de toute façon, tu pouvais refuser la guerre, mais avant que la guerre soit déclarée. Maintenant que la guerre est déclarée, c'est trop tard. Quand on est dedans, on est dedans. Moi, en fait, j'ai trouvé cet argument très intéressant, parce que ça m'a rappelé un autre argument du philosophe Alain, le philosophe français Alain, qui était vraiment un pacifiste convaincu. Et juste avant la Première Guerre mondiale, il avait un argument que je trouvais très intéressant. Il disait, on fait tout pour empêcher une guerre. Parce que la guerre, c'est l'horreur. Il n'y a rien de pire que la guerre. Mais si la guerre se déclenche, alors là, on doit se battre. Là, parce que là, celui qui veut plus se battre, non, là, celui-là, il devient un traître, parce qu'une fois que la guerre est déclenchée. Mais on doit tout faire pour l'empêcher, si on peut. Et c'est là où, pour le coup... En temps de guerre, il n'y a pas de doublure. Oui, c'est pour ça aussi que l'hindouisme se différencie du bouddhisme. Parce il est beaucoup plus efficace, hein, moi, je trouve, que tout ce qu'on a en héritage en Europe. Parce c'est 700 versets poétiques. Et comme vous disiez, c'est pas que c'est poétique, c'est juste pour l'époque, c'était un langage soutenu. Oui, c'est ça. Mais moi, le fait qu'on me parle en langage poétique, ça fait mieux passer la pilule. Qu'il y ait une histoire aussi qui sous-tende. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi ça. C'est plus facile de faire passer des informations plutôt que de faire un cours magistral juste en donnant en racontant une histoire. Et par exemple, un cas concret de dire, tiens, toi, c'est quoi en ce moment ton combat dans ta vie? Et à partir de là, tu fais appel aux mêmes exemples. Et donc, comment tu choisis? voilà. Est-ce que qui choisit, tu le fais ou pas? Ouais. Et j'agis, mais ok, mais j'agis à partir de qui? Et moi, je sais que j'ai un ami qui m'a aidé à l'époque de tout le début de mon cursus spirituel, on va dire. C'était un spécialiste de Spinoza, le philosophe. Et donc lui, Spinoza, de ce que j'avais compris, parce qu'il m'expliquait longuement pendant des heures ce qu'avait été la vie de... Et donc, à la fin, moi, ce que j'ai compris, c'est que tout se fait, le monde et l'action et tes actions, tout ça agit spontanément par toi-même, sans tension. À la fin, il ne reste plus que la tension égotique, quoi.
qui reste à supprimer. Ben moi, je trouve que la suppression de cette tension qu'on a, cette tension intérieure qu'on a tous, la Bhagavad Gita, ça peut être un bon remède. C'est un livre de développement personnel avant l'heure, on pourrait dire. C'est au-delà encore. C'est beaucoup plus fort, en fait. Ouais. Développement impersonnel. Parce que ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est pas moralisateur. Le message n'est pas moralisateur. Il donne un certain nombre de pistes, mais il n'est pas en train de dire « Ah non, là, c'est pas bien, ça, c'est bien, il faudrait plutôt faire ci que ça. » Non, il dit pas. Après, c'est à chacun de trouver sa voie à partir de quelques principes, c'est tout. Quelques principes essentiels. Et Par exemple, les principes. Par exemple, moi, un principe, et ça m'a beaucoup aidé personnellement dans ma vie, parce que j'étais à une époque où je sentais que je n'aurais pas le poste de fac que je voulais avoir. Et bon, alors, on peut se sentir très, très blessé, etc. Et c'est la Gita qui m'a montré qu'au fond, il n'y a pas de volonté à avoir. Il ne faut pas dire « je veux ci, je veux ça ». Non, on fait des choses et on voit après ce qui se passe. Le principal, c'est de faire des choses. Que c'est telle conséquence ou telle autre, de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons. C'est ce qui se passe avec nos interactions avec le reste. Mais effectivement, et là, ça va complètement dans le sens de Spinoza. Spinoza disait que la volonté, c'est une illusion. Et il dit, ça ne sert à rien de vouloir. De toute façon, les choses, elles se font ou elles ne se font pas. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, de toute façon, on se fait croire. On se raconte beaucoup de cinéma à soi-même. Quand j'entends des gens qui disent « quand on veut, on peut », bon, ça fait rire, ça. Spinoza, ça leur aurait fait hurler de rire. Parce que pour lui, il n'y a pas de vouloir, il y a s'inscrire dans des séries d'actes. C'est tout. Donc il y a ce côté aussi dans la Bhagavad Gita de dire fais-le, mais sans attachement aussi émotionnel. Donc il dit fais la guerre, mais sans avoir de volonté haineuse envers les gens. Ne haïs pas tes ennemis ou en tout cas tes opposants. Moi, comment je comprends ça, c'est-à-dire qu'il te pousse, parce que tu dis ça, mais quand on te le dit, tu vois qu'au niveau du filtre du mental, ça passe toujours pas. Ouais. Mais que si tu passes par la respiration et que tu passes et tu remets en cohérence cardiaque par le cœur, là, la pilule, elle passe mieux, j'ai l'impression. Et alors, je pense qu'il fait quelque part dans son conseil, il dit, mais attends, il lui dit, laisse faire. Et comme pour lui supprimer, moi j'ai l'impression qu'il lui supprime le doute. J'ai l'impression que Krishna essaie de lui supprimer le doute, parce que le doute, c'est ce qui tue l'action. Et c'est ce qui tue tout court chez les gens, to be or not to be. Hein, le doute depuis la nuit des temps, c'est ce qui tue en théâtre, en opéra. Pareil, si tu te retrouves face à ton adversaire et que tu commences à revenir dans le cérébral, tu perds un coup. Enfin, tu perds un temps et ça peut même être dangereux, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il lui supprime le doute. Parce que c'est ce qui lui ce qui l'empêche d'avancer, ou plutôt, comme vous disiez, c'est ce qui lui enlève l'impression d'avancer, quoi. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un côté de, pour le coup, en antithèse à ce qu'on voit dans l'Iliade, c'est l'hubris aussi que ça supprime. La volonté, par exemple, pour Achille d'aller à la guerre de Troie, c'est une volonté d'immortalité. Il sait que s'il va à la guerre de Troie, il sortira probablement mort, mais que par contre, on se souviendra de lui encore autant d'aujourd'hui. Alors que pour Arjuna, il n'y a pas cette logique-là. Ton but, c'est de gagner cette guerre parce que c'est toi qui es dans le camp du bien. C'est assez bien expliqué au sein du Mahabharata. Mais n'en hais pas les gens qui seront en face. D'autant plus que parmi les gens d'en face, il y a des gens bien en plus. Exactement. En plus, il y a des gens qui l'aiment beaucoup dans le camp de ses ennemis, bien sûr. Et à qui il doit beaucoup. Oui, il y a son maître d'armes, voilà. L'ancêtre le plus, celui qui est considéré comme étant le plus fort des guerriers à cette époque-là. Donc je trouve que c'est très intéressant et en effet pas du tout. On voit pas ça en Occident. C'est presque antithétique. J'ai l'impression que la pensée occidentale nous a menés vers un individualisme, je pourrais dire, alors que la pensée orientale, en tout cas moins, ou en tout cas pas dans la même logique. Le but, c'est quand même de retourner au tout. Puis c'est surtout que j'ai l'impression que le fait d'être moralisateur, ça crée le système dit en Occident que si on t'enlève l'impression d'avoir un libre arbitre, tu vas agir de manière dangereuse, alors que je pense pas.
Ouais. Mais ça suppose de l'avoir fait avec quelqu'un qui puisse entendre et puis puisse faire un travail de déconstruction et que ça mène à quelque chose de serein. J'imagine qu'on ne fait pas ça avec tout le monde, quoi. Ouais. C'est des étapes de la vie. D'ailleurs, c'est un moment ce qu'il lui dit. Il lui dit Krishna, je te donne la première explication parce que là, pour l'instant, celle-là, tu peux la comprendre. La deuxième explication, t'en as pas les capacités. Donc, il y a un moment aussi peut-être d'essayer de comment dire. Ouais, encore une fois, c'était ce côté de conscience, c'est de discuter avec quelqu'un au niveau de conscience où il est. En tout cas, quand tu essayes de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un. Moi, je trouve qu'il le fait même pas violemment, puisqu'il lui donne carrément, je ne sais plus combien, de formes de yoga pour qu'il opère cette opération, lui, de réaliser la totalité. Donc, je pense il lui donne beaucoup de matière. Il lui dit pas juste, t'as pas le droit. Il lui dit, regarde, il y a le yoga de je sais plus quoi. Oui, effectivement, il y a le yoga de la connaissance, le yoga de l'action et le yoga de la dévotion. C'est les 3 yogas qu'il explique effectivement dans la Bhagavad Gita. Ouais. Par contre, on pourrait traduire yoga, pour le coup, vous qui avez fait le travail de yoga, traduction. moi je le traduis par ascèse. Ascèse au sens, pas ascétisme, parce que l'ascétisme, effectivement, on est loin de l'ascétisme ici aussi dans la Gita. Ascèse au sens d'exercice personnel, discipline personnelle. C'est ça l'ascèse. Le sport, ça peut être une ascèse. Le MMA, je pense que ça peut être une véritable ascèse. C'est-à-dire un travail sur soi. C'est ça, ascèse. Et yoga a vraiment ce sens-là. Et la Gita, c'est vraiment le premier texte qui donne autant d'importance au mot yoga. C'est aussi pour ça que ça a été important, ce texte. Et ça a mené justement vers plein de choses. Donc il y a aussi donc, un travail personnel, donc intellectuel, et un travail qui sera physique, qui va aider peut-être l'intellectuel. Parce que toi, pour le coup, au moment où tu pars de l'UFC, continue en fait ta quête de la compréhension du corps. Tu te mets aussi un peu à la danse, notamment. Donc, comment se traduit justement ce passage-là ? Est-ce que c'est encore une fois cette quête-là où tu voulais comprendre des choses sur toi-même à travers ton corps ? Moi, je pense que ça a été que le début de plein d'autres choses. C'est juste que j'avais envie à ce moment-là d'enlever l'épée de Damoclès, de toujours perdre du poids pour les combats. C'est parce que c'était un effort que je connaissais que depuis l'âge de 12 ans. Donc, j'avais envie de changer de contrainte. Et puis après, il y a eu les rencontres de la vie, la danse, l'acting, le rapport avec la nature qui a évolué, et puis l'exercice de ce genre de texte. Tu avais aussi parce que je pense qu'on est pas mal en Occident, mais avec tous les mythes bibliques que j'aime tout à fait, les mythes gréco-romains, notamment là le parallèle il est assez clair avec le mythe de Sisyphe, où le rapport à l'action, à la répétition, au fait que ce soit même absurde par moment. Et tout pour expliquer peut-être ce qu'est le mythe de Sisyphe. Donc, Sisyphe a été condamné par les dieux à porter une pierre en haut d'une montagne et que la pierre retombe continuellement. Donc, il est condamné à le refaire encore et toujours. Et il est condamné d'ailleurs parce qu'il est intelligent. Donc, dans la philosophie, ou en tout cas dans les mythes occidentaux, notamment grecs, l'intelligence est un fardeau. La connaissance n'est pas forcément... L'intelligence au sens vice. Pas l'intelligence du cœur. Mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas vraiment de l'intelligence du cœur en Occident. Parce que toutes les personnes intelligentes de la mythologie grecque ne souhaitent pas leur destin. Comme Dédale. Ulysse, Dédale, tous. C'est vraiment ça. En fait, à partir du moment où ton intelligence te donne accès à des facilités pour vivre plus longtemps sur Terre et que tu refuses quelque part, un peu comme là, la sentence qui est inévitable, c'est-à-dire l'acceptation de la mort, quelque part, et du non-sens, tout de suite, là, c'est ça. Les mythes gréco-romains, je pense qu'ils ont bien touché dessus. Et il y a un côté aussi, je trouve, de presque les divinités protègent leur précaré, leur connaissance du monde qui est, entre guillemets, plus parfaite. Donc, dès que toi, tu as la possibilité de jeter un œil à l'envers du décor, on fera en sorte que tu sois sanctionné là-dessus. Ou alors est-ce que c'est pas une retraduction manichéenne qui nous a été aussi induit, mais il y a même par exemple Adam et Ève, moi je trouve qu'il y a une revisite de ce mythe à faire, parce que d'où viendrait ce Dieu, ce Dieu qui prie, on est au paradis mais pourtant il y a des privations, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Pourquoi créer le paradis en premier lieu si c'est ensuite pour y mettre des règles et des contraintes ?
Et puis, s'il connaissait si bien l'homme, il savait très bien qu'il était faible et qu'il allait croquer la pomme. Alors pourquoi il aurait créé toute cette histoire? Non, moi, je vois qu'il y a plutôt une autre interprétation. Par exemple, de voir une Ève totalement bien en avance sur le féminisme et quelqu'un qui ait vu ce que l'homme n'est pas vu parce que plus relié à son instinct féminin, tu vois, et qui dit à l'homme non, allons faire l'expérience de notre chair humaine, allons sur Terre pour faire l'expérience de la vraie vie, plutôt que rester dans cette tour d'ivoire d'Éden et finalement ne pas goûter ce qu'est la chair et la mortalité quelque part. Et moi, j'ai plus tendance à le voir comme ça, ce mythe. Donc, comme une Ève, un peu à la Marie-Madeleine, tu vois, qui lui dit non, il faut que tu fasses le travail et je vais Qui ferait ce choix en pleine conscience. Donc. Et je vais t'initier et on va le faire ensemble. Donc, c'est comme derrière chaque homme, il y a une grande femme. Bon, ben là, tu vois, elle lui dit tiens, là, il faut que tu fasses ce travail, allons-y, quoi. Ça relève aussi d'une relecture, par exemple, que Camus fait du mythe de Sisyphe. C'est-à-dire, pour lui, il imagine un Sisyphe qui fait son labeur en pleine conscience et heureux de faire ce labeur, ce qui n'est pas donné à tout le monde pour le coup. Ouais, et le film qui traduirait le plus cet état-là, c'est La vie est belle. Ah oui, La vie est belle, oui, ça c'est un film effectivement très profond. Hein. C'est le Sisyphe moderne. Ouais. Complètement. Et justement, cette quête de sens, mais parce que pour moi, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que à partir du moment où Krishna prend une posture paternelle, qu'on finit par, qu'il réussit à convaincre Arjuna. Parce que quand il est juste son ami, son égal, entre guillemets, quand bien même il est conseillé, il n'arrive pas à lui expliquer les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est contre-intuitif, peut-être, et qu'on garde quand même ce côté révélation. Et j'ai l'impression, en plus, qu'à l'intérieur du Mahabharata, le côté, l'intermède de la Bhagavad Gita a ce côté de révélation. C'est quelque chose de très quand même descendant. C'est pas une philosophie interne qu'on pourrait avoir, en tout cas pas autant sans réflexion. Parce que je parle sur le contrôle de Marc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet aspect-là? Il y a quand même ce côté de... C'est révélé, quoi. Oui, c'est le chapitre qu'on appelle la théophanie. C'est là où il lui montre toutes ces formes, les formes universelles. Et parmi ces formes, il y a aussi une forme quand même redoutable. Là où il lui fait peur, il dit « je suis le temps qui détruit tout ». Donc, alors là, ça rejoint le thème du destin dont vous parliez tout à l'heure, effectivement. Parce qu'en fait, on voudrait bien, en Occident, on voudrait bien se dire tout repose sur notre volonté, on voudrait bien mettre le destin de côté. On voit bien que ça gêne un peu les gens, le destin d'ailleurs. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est le destin, oh, bon, on ne sait pas trop. Mais bon, pourtant, le destin, on n'arrive pas à évacuer si facilement cette notion. Parce que, et même, est-ce qu'on peut vraiment l'évacuer, cette notion de destin ? C'est difficile. Mais à ce moment-là, si on accepte le destin, on est obligé effectivement de remettre un peu en cause l'idée du libre arbitre, dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, dont on nous rabâche les oreilles depuis notre enfance. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Oui, mais le destin, il est où là-dedans ? Donc en fait, on n'est pas si libre qu'on croit, et c'est pas si gênant de se dire qu'il y a un destin, parce que ça ne nous empêche pas de faire des choses, le destin. Au contraire même, je pense que ça nous donne encore plus d'énergie pour faire ce qu'on a à faire sur Terre, quoi. La question reste, est-ce que je suis capable de le lire, le destin ? Parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux gens. C'est le côté, s'il y a un destin qui existe, comment je sais que je vais dans la bonne direction ? Et dans ce cas-là, pour le coup, s'il y a un destin, tu vas nécessairement dans la direction qu'il faut. Et c'est ça qui est... Ah ben justement, on ne peut pas savoir. Ça serait trop simple si on leur disait aux gens « Vous inquiétez pas, là, vous êtes dans la bonne direction. » Ben non, on ne sait pas. Et je trouve que c'est même le principe. C'est de ne pas savoir et de tomber amoureux de ce processus inconnu. Oui, du chemin, pas de l'accomplissement. Ouais. Et je pense que c'est un travail de le faire au départ parce qu'on n'a pas été dressé comme ça. Ouais. Mais c'est hyper intéressant de ne pas savoir. Quelle beauté. Tout à fait. Mais pour quelqu'un qui est athlète, le fait de se fixer des objectifs va t'aider aussi à les réaliser. Ouais. Alors que pour le coup, à l'intérieur de la Bhagavad Gita, c'est pas tellement... Après, il y a des métiers. Par exemple... Même Khabib, qui est le roi de la connaissance, qui a jamais perdu un combat,
qui est le meilleur de tous les temps, quelque part. Même lui, qui a la plus grosse volonté et la plus grosse connaissance du monde, même lui, à la fin de son combat, qu'est-ce qu'il dit ? N'oubliez pas. Hein. Merci Dieu, merci voilà. la transcendance. Ouais. C'est ça qui fait que. Donc, nous, je pense qu'on a un problème en Europe, c'est de reconnaître que ça peut être ceci et ça peut être cela aussi. Les deux sont vrais, les deux sont faux, c'est ni l'un ni l'autre. Tu vois, c'est le fait de ne pas saisir, de pas pouvoir saisir une compréhension dont on a du mal, je pense. Et je pense aussi que c'est aussi une étape, c'est-à-dire qu'il dit ça à Arjuna, déjà, il lui explique 2 fois pour prouver que c'était pas si simple à comprendre et que c'est pas parce qu'on l'a entendu une première fois qu'on l'a intégré dans notre chair, notamment parce qu'il y a des passages, parce que la guerre doit durer quelque chose comme 18 jours, quelque chose comme ça, je pense, et dans les 18 jours, ils font des choses qui ressemblent plus ou moins à ce que ferait Achille dans la guerre de Troie, dans les mêmes proportions, avec la même hubris que ferait Achille dans la guerre de Troie. Donc ça prouve aussi que c'est pas si facile que ça d'agir sans émotion, d'être un être agissant, mais ouais, dépersonnifié de cette volonté-là. Et c'est ça qui est difficile. Et le travail par exemple, on parlait de la danse et des acteurs. Moi, je pense aux acteurs. Les acteurs... c'est leur travail de mettre de l'émotion sincère dans quelque chose qui quelque part est faux et déterminé. Donc c'est ce côté tout va bien quoi, malgré tu vois la chanson américaine Row row gently down the stream, tu vois. Ben voilà, rame joyeusement, tout est un rêve et c'est pas un truc de dire oh, tout est un rêve de toute façon, quelque chose de défaitiste. Au contraire, qu'est-ce que c'est bon. Et du coup, il faut se battre. Je pense que tu mets le doigt sur la bonne métaphore, c'est que l'idéal que Krishna défend, c'est ce côté acteur. C'est-à-dire on est acteur de notre vie et on doit réciter le texte qui est déjà c'est écrit. Ça, mais ça, tout en étant la caméra, cet œil nu, dépourvu de tout, quoi. Qui pourrait être la conscience, pourquoi pas. L'œil de la caméra, si l'acteur, c'est... Arjuna, l'œil de la caméra, omniscient, ça peut être Krishna. Oui, ça pourrait être une manière de voir. Mais c'est pas facile pour enfin, est-ce que vous y arrivez dans votre vie ou moi, tout à l'heure, je parlais de ma façon d'appliquer la Gita. Il y a un autre enseignement que j'ai vraiment pris dans la Gita, c'est faire une chose sans rien en attendre. Et effectivement, chaque fois que j'ai réussi à le faire, je me suis rendu compte que je faisais extrêmement bien ce que j'avais à faire. Parce que j'attendais rien. Ni des autres, ni punition, ni récompense, rien. Je le faisais parce que j'estimais que je devais le faire, c'est tout. Et ça, c'est extrêmement libérateur quand on arrive à l'appliquer dans la vie. Parce que je vois qu'il y a tellement de gens qui ne font des choses que parce qu'ils attendent un résultat, une récompense, un petit mot qu'on va leur dire. « Oh, c'est bien ce que vous avez fait. » Mais nous, on n'a pas à dire ça. Tu l'as fait parce que tu devais le faire, c'est tout. J'ai pas en plus à te féliciter. Mais ça, on a du mal aussi ici en Occident. On aime bien être félicité en permanence. Il y a le rapport à l'ego en fait. Qui est... voilà, c'est le rapport à l'ego. Mais l'ego peut être aussi une force motrice. Parce que bon, pour le coup, il y a en effet les apports de la pensée orientale, de la pensée occidentale. Il y a aussi c'est performatif, l'ego. Le jeu, notamment chez l'athlète, j'ai l'impression quand même que le fait d'avoir un ego va te pousser un peu plus loin. Parce que réussir à agir véritablement comme ça, déjà, je trouve que c'est pas facile. Alors que pour le coup, se dire, je sais pas, moi, mon but, c'est d'aller à l'UFC, je vais mettre tout en œuvre pour arriver à l'UFC. J'ai l'impression que cette partie-là de l'ego, elle était nécessaire aussi dans ton... moi aussi, j'ai l'impression, ouais. Et en affinant un peu toutes les recherches, parce que je voyais que c'était... Si j'analyse vraiment le gamin que j'étais et qui allait à l'entraînement et qui faisait tous les efforts du monde pour que ça marche, en réalité, si je regarde bien, c'était spontané et pas très réfléchi et très porté sur l'avant. C'était presque une humeur plutôt que, tu vois, un truc, une target. Il y avait la target. Je voulais aller à l'UFC, j'y suis arrivé. S'il n'y a pas de target, c'est un peu comme le bateau. S'il n'a pas de but, il va dériver, quoi. Mais c'était plus un allant qu'une volonté propre, si je regarde bien. C'était plus un... Tu vois, je sais pas pourquoi. Il faut le faire, et on le fait. Mais il y avait aussi ce côté de la figure
paternel qui te drivait vers ce côté-là aussi. Il y avait, je pense, dans ton côté agissant, le côté de je veux aussi faire plaisir à C'est comment on peut le voir de la manière Bhagavad Gita. C'est un élan spontané et je ne l'ai jamais re-questionné. Après, psychanalytiquement, tu peux aussi voir, bah oui, il y a la figure du père qui aurait voulu, qui aurait voulu savoir se battre et qui a modelé son fils qui l'a modelé en ajoutant ce que lui, il n'a pas, mais aussi en lui mettant aussi ce que lui, il avait et qui pense intéressant pour son développement. Mais l'un n'exclut pas l'autre, hein, d'ailleurs. Non, l'un n'exclut Au pas fond, l'autre. on ne sait pas ce qui nous motive. C'est ça. Le travail interne. En fait, on ne sait pas ce qui nous motive vraiment. C'est tout à fait problématique, en effet. Enfin, problématique. Pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre, c'est une problématique à essayer de questionner. Mais après, il y a une beauté à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre, et c'est même c'est la philosophie, en fait. C'est même ça, ouais, tout le but. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de Khabib avec son père. Donc Khabib, c'est un grand champion de MMA, pour le coup. Et il vient en fait d'une partie du monde donc, qui s'appelle le Daghestan, qui est une partie de la Russie, où ils sont, je crois qu'ils doivent être 5 millions, quelque chose comme ça. Et en fait, tout le monde fait des sports de combat. Donc c'est culturel là-bas. Et en plus, donc, le père de Khabib était l'un des entraîneurs phares de là-bas en sambo. Et en fait, c'est pour ça qu'il s'est mis à faire des sports de combat. Et on voit aussi qu'il y a... et d'ailleurs, au moment du décès de son père, il finit un combat et il s'arrête. Parce qu'en fait, le fait d'honorer la figure paternelle se clôt, en fait. L'objectif, il l'avait atteint. Il avait été champion. Il avait été même un champion dominant et respecté. Et une fois que son père meurt, bah, c'est fini, quoi. J'ai plus besoin de faire ça. Ouais, puis c'est ta fonction dans la cité, combattant. C'est un métier comme un autre, en vérité. Est-ce que c'est un métier comme un autre ? Je sais pas. C'est un métier, ça c'est certain, mais c'est quand même particulier le fait d'être. D'ailleurs, ça aussi, il faudrait différencier le fait d'être combattant et le fait d'être guerrier, parce que je vous ai quand même fait venir pour qu'on discute. C'est ça de la guitare, mais la position que toi tu as. De par exemple passer à la télévision, de te battre en 1 contre 1 avec une personne n'est pas exactement la position que va faire Arjona qui est un guerrier, où là pour le coup il va faire la guerre. Il peut mourir. Oui, où il peut mourir et il doit même tuer. C'est-à-dire, toi, il y aura quand même l'arbitre qui va vous séparer. Et, regarde le militaire. Ouais. Militaire, vit ce que vit Arjuna. Et t'as eu, toi, cet attrait-là, c'était quoi qui t'intéressait au tout départ ? C'était quoi ? C'était le fait de te dépasser physiquement ? C'était cette zone dans laquelle tu arrives, une fois que presque de méditation, une fois que tu as réussi à te dépenser assez ? Plus jeune, c'était une envie de s'extraire, une envie de fraîcheur, une envie de grandir, une envie de partir, une envie de réaliser un rêve qui était que je regardais des DVD et des cassettes d'une organisation de l'époque qui s'appelle Pride, puis l'UFC, et puis que j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire. Et puis après, j'ai eu l'aide aussi de mon père qui m'a structuré, qui m'a donné un modèle basé un peu sur comme lui, il avait fait des paras. Donc, en termes de discipline, de rapport au corps et de structurer son entraînement en se mettant des objectifs dans le temps et de s'y accrocher coûte que coûte, ça a été ces valeurs que j'ai encore aujourd'hui, mais c'est ces valeurs que j'ai honorées toute ma vie, tu vois. Et tu le vis comme des sacrifices que tu fais à cette époque-là ? Non. Non, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où il faut être. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs ? D'ailleurs, entre les combats, je pouvais aussi prendre connaissance du monde et voir comment le monde fonctionnait et vivre des histoires totalement rien à voir avec le quotidien de la préparation. Donc c'était le moyen pour voir que je ne loupais rien et puis que j'étais à ma place. Donc c'est un cheminement qui est particulier. Et donc on parlait tout à l'heure justement du fait que vous êtes arrivé vers la recherche de l'Inde parce que vous aviez fait des recherches sur le Népal. Donc cette pensée orientale a eu quelque chose de particulier, je suppose, dans votre vie. Donc vous avez fait de la philosophie, pour le coup vous êtes professeur de philosophie. Et c'est quoi pour vous la principale différence entre ces deux aspects, l'Occident et l'Orient, si on le vit actuellement ? Parce que j'ai l'impression que l'Occident vit des crises existentielles assez profondes à l'heure actuelle. Oui, des différences, il y en a beaucoup. Moi, ce qui me frappe, c'est que
en Occident, même aujourd'hui, même les gens qui sont assez critiques avec l'idéologie de l'Occident, ils ont quand même ce sentiment d'être dans la vérité. Voilà. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui ont le sentiment d'être dans la vérité. Nous, ce qu'on dit, c'est vrai, etc. Et alors qu'en Inde, le problème, c'est pas être dans la vérité, c'est être dans quelque chose qui nous libère. Et je trouvais plus intéressant cette idée de qu'est-ce qui peut me libérer, qu'est-ce qui peut libérer en moi mon intelligence, mes énergies, etc. Que est-ce que je suis dans le vrai? Parce qu'au fond, je trouve ça toujours ahurissant, les gens qui sont si sûrs d'eux-mêmes, qui disent ah oui, moi je suis du côté de la vérité, donc les autres sont du côté de l'erreur. Et il n'y a pas de milieu entre la vérité et l'erreur, comme on sait. Alors que l'idée de libération, en plus, un processus qui est très long. On ne peut pas dire un jour, ça y est, aujourd'hui je suis libéré, ça y est, j'ai fini. Non, on n'a jamais fini. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on veut en plus libérer en soi? Au début, on ne sait pas ce qu'on veut libérer en soi. Est-ce qu'on veut libérer seulement de l'énergie? Mais c'est pas seulement. Puis c'est pas seulement non plus de l'intelligence. Parce que là aussi, en Occident, quelquefois, on a une espèce de fascination pour les gens intelligents. Vous voyez, quand quelqu'un, alors, pour amoindrir la faute de quelqu'un, on dit « Ah, mais il est quand même très intelligent, ce monsieur-là, vraiment. » Mais oui, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence? Au service de quoi on la met, l'intelligence? C'est pas une fin en soi, l'intelligence. C'est bien d'être intelligent, mais au fond, on n'y est pour rien. J'ai une bonne mémoire. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Ben non, il se trouve que j'ai une bonne mémoire. Bon, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Ben est-ce qu'ils y sont pour quelque chose? Non, ils y sont pour rien. Après, qu'est-ce qu'ils en font de leurs dons? C'est ça qui est une difficulté, c'est comment trouver la chose à faire. Voilà, qu'est-ce que je fais avec tout ce qui me constitue? Et ça, on n'a pas toujours la réponse. Hein. Ah non, clairement pas. Mais je trouve que c'est un processus, c'est même le processus qui est intéressant. Par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup troublé au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de me dire qu'il y a eu quand même de grands savants allemands qui ont mis leur intelligence au service de l'horreur. Et ça fait quand même réfléchir. Parce que c'était quand même les plus grands savants du monde, les Allemands, à cette époque. Il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de leur intelligence? On voit ce qu'ils en ont fait. Mais et ça fait froid dans le dos. Hein. Comme Arjuna, n'ont-ils pas eu le choix? Ah, c'est ça. C'est en effet une question. Donc c'est vrai que ça fait quand même réfléchir. L'intelligence. Et comment réussir justement? Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure dans les mythes grecs. Oui. L'intelligent, effectivement, il peut être dangereux, l'intelligent. Oui, complètement. Et justement, c'est là où... Et est-ce que c'est toujours une valeur aussi, l'intelligence? Parce que celui qui agit sans penser, c'est presque l'idéal, en tout cas dans l'hindouisme. Celui qui agit juste par volonté d'agir, on pourrait presque dire l'imbécile heureux en expression française qu'on aurait. Est-ce que c'est l'idéal que cherchent les brahmanes et dans l'hindouisme? Non, ce qu'ils cherchent, c'est une action, mais une action qui, avec le minimum de moyens, produise le maximum d'effets, en fait, qui me coûte, au fond, presque rien. C'est ça, arriver. L'action, je dirais, l'action juste, c'est l'action qui me coûte presque rien, mais qui peut avoir des conséquences incroyables sur les autres. Parce que là aussi, en Occident, on valorise un peu trop la dépense. Il faut que je me dépense, Mais c'est peut-être pas là où on fait les meilleures choses. C'est peut-être simplement la petite action. C'est pour ça que moi, je pense aux femmes à ce moment-là. Quand on pense à ce que font des femmes, par exemple, dans une famille, il y a des femmes, toute leur vie, elles ont fait énormément de choses, mais on parle à peine d'elles. On ne dira jamais « Ah ben, vous voyez tout ce qu'elle a fait pour ses enfants ». Au fond, on trouve ça normal. Mais elles aussi, elles ont combattu, elles ont produit des choses. Mais on a du mal à le reconnaître. Hein. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont agir par attente d'une reconnaissance sociale. Donc, je ne sais pas si ça, pour le coup, ça a été présent dans ton parcours à toi. Le fait tu parlais tout à l'heure en fait, tu t'as arrêté au moment où tu aurais pu récolter, entre guillemets, les fruits de tout ça, en fait, de toute ton abnégation. Après, il y a une petite phase de déconstruction, c'est sûr. En fait, c'est plus arriver à 24 ans et réaliser les rêves que tu avais depuis tout enfant et tu les as tous faits. Et donc, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire d'autre maintenant? L'addition de tous ces rêves réalisés, ils n'ont pas créé ce que peut-être subconsciemment, ce que je pensais être comme il y allait y avoir des paillettes et tout un truc, toute une célébration, ou en tout cas un état d'être, un état, en tout cas sensoriel,
où tu es là, où tu dis on est bien là. Tu vois. Il n'y a pas eu ça. Ouais. Il y avait toujours un peu ce truc de toujours aller en avant. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai dit bon, est-ce que je vais jusqu'au top mondial? Et c'est la question. Pour moi, je l'ai vécu comme la croisée des chemins. C'est les chemins où là, ça y est, tiens, t'écoutes ton corps et quelque part ce que tu as besoin, ou alors tu montes dans cette création. Il s'agissait d'arrêter pour moi. Et où t'en es maintenant dans ton processus? Parce que tu es redevenu coach donc, de Ouais. MMA, d'une grande salle, de l'une des plus grandes salles en France pour le coup. Où est-ce que t'en es justement dans cette logique-là? De donner, on parlait de l'éveil par la connaissance et donc la technique, mais en MMA on sait que c'est physique, technique et mental. Et je distribue ça volontiers tous les matins aux professionnels et amateurs qui viennent suivre mes cours. Donc c'est le fait de te changer en professeur qui maintenant te réalise. Ouais, mais je suis professeur pendant les heures où je suis professeur par jour. Mais le reste du temps, je suis l'amoureux de mon amoureuse. Le reste du temps, là, je vais passer la dernière étape pour sûrement être pris pour deuxième rôle d'un long métrage. Donc voilà, je m'amuse en vrai. Il y a beaucoup de jeux. Il y a moins de jeux, J-E, ce qui me permet de plus jouer. Et je dirais ça où j'en suis. Je ne sais pas où j'en suis. Je sais juste que la vie est belle pour moi. Elle a un bon goût. Et voilà, ça doit être très simple. Mais pourtant, arriver à cette simplicité, j'ai éprouvé une grande difficulté pour le faire, ça c'est sûr. Mais il y a encore tout à faire. Mais au moment présent, je suis bien. Je suis bien, genre dans le sens accompli. C'est assez joyeux ce que je traverse. Ce qui est intéressant, c'est que pour avoir discuté quand même avec pas mal de coachs, le MMA devient l'alpha et l'oméga de leur vie quand même. Ça devient le point névralgique de ils vont regarder MMA, vivre MMA, manger MMA, coacher, etc. Toi, c'est juste une chose que tu fais dans ta journée. Ouais, mais comme des fois je le fais 3, 4, 5 heures, oui, ça devient quelque chose dont je suis un spécialiste. Ça peut être non, mais ça, c'est personne d'autre. Mais une fois que je reviens à la maison, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, c'est bien de changer d'air. Et ce qui fait que quand il revient, tu as ce phénomène de tiens, j'ai pris un peu d'air, il y a des trucs que je ne comprenais pas, là je comprends mieux. Et ça peut t'aider, oui, comme tu dis, de prendre de la distance. Spinoza en parlait beaucoup avec le fait d'être souffleur de verre. C'est que ces moments où il s'extrayait de la philosophie pure et dure, il comprenait. Il comprenait des choses. Ouais, c'est ça, quand Einstein il dit j'ai pensé 99 fois au problème, j'ai rien trouvé, je suis allé faire de la nage, ça m'est apparu. D'où l'importance d'avoir aussi un corps qui pense. Donc, avoir aussi ce côté de. En fait, j'ai l'impression aussi que actuellement, les gens arrivent déjà pas très bien à se concentrer. Je crois que les derniers chiffres sont sortis. Avec les réseaux sociaux et les écrans, c'est ça. Et les jeunes, effectivement, visiblement, ont du mal à se concentrer maintenant. C'est dramatique. Ouais. Même le silence est une notion qui est presque impossible en fait à trouver. Ils ont peur du silence. Même moi, pour le coup, je me mets dans ce. C'est vrai qu'il y a eu quelques silences tout à l'heure. Alors, après, ça c'est le format podcast. Oui, exactement. C'est plus ça. Mais c'est vrai que le silence a quelque chose d'assez inquiétant, en fait. C'est l'absence de vie, alors qu'en fait, pas du tout. Alors que c'est le langage de Dieu. Exactement. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une évolution assez prégnante. En fait, l'idée à la base de Zone Rouge, c'était véritablement d'interviewer des gens qui vivaient des choses qui étaient extrêmes, où leur vie est en jeu, entre guillemets. Le MMA, en tout cas à court terme, c'est quasiment jamais arrivé que quelqu'un meure des coups de quelqu'un d'autre. C'est une discipline qui est codifiée, il y a des arbitres. Les derniers décès, c'était plutôt à cause du cutting, donc plutôt du process pour aller au combat que les gens décédaient. Mais essayer de comprendre comment et déjà pourquoi aussi ils allaient vers ce genre de sport-là. Et je trouvais intéressant parce que Michael Marissardi, il est à l'USP3 encore ou pas, Mika? Un petit costaud. C'est un costaud, ouais. Un costaud. Mika, en fait, c'était une discussion avec lui qui m'avait fait prendre conscience de ça. Et Mika, il expliquait, je vais dans la cage parce que je veux retrouver en fait l'animal en moi. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tout le process pour arriver au moment d'être dans la cage, c'est résolument humain. En fait, il n'y a pas plus humain. Et c'est bien parce que tu as une sécurité sociale, donc que tu sais que tu n'auras pas besoin d'aller chasser pour aller avoir de la nourriture. Et en fait, toutes ces étapes-là
tu sais que tu peux aller dans la cage parce que ça va, ta survie à court terme, elle sera maintenue. Donc, d'un sport qu'on montrait, qu'on a beaucoup d'ailleurs critiqué comme étant un sport de bêtes, vous êtes des animaux, vous êtes bestiaux, etc. Et ben en fait, il était presque le plus humain des sports. Et j'ai aussi interviewé des gens pour essayer de comprendre ce qui se passait dans leur tête, et j'ai compris aussi qu'il y avait aussi beaucoup une quête de transcendance, donc une quête que beaucoup de personnes trouvent noble en fait. C'est un espèce de je veux me le prouver à moi-même. Il y en a quand même qui sont intéressés par le fait de briller socialement, par ce que va apporter le fait d'être un combattant. Mais quand même, c'est vraiment cette quête de liberté aussi dans une certaine Et puis mesure. d'apporter un break dans les blessures qui sont trop audibles au quotidien. Souvent, ceux qui ont du mal à vivre avec eux-mêmes, ils s'occupent avec du MMA. Et ne serait-ce que le phénomène sensationnel et hormonal au quotidien t'entraîner 2-3 fois et de relancer la machine en termes de sérotonine, de toutes les hormones que je ne saurais pas citer là qui terminent par in. À la fin de l'entraînement, tu es dans une profondeur qui est incroyable. Et donc, c'est ce côté-là qu'ils aiment des fois. Et ils ne le savent pas. C'est presque inconscient. Mais si tu regardes ce qui se passe quand tu fais une journée d'entraînement, c'est ça. C'est de la recherche technique, c'est bien manger, bien dormir, bien te reposer. C'est une vie monacale, mais dans le bon sens du terme. Mmh. Les moines, ils ont une vie tout à fait agréable. Ils font de la philosophie toute la journée et ils parlent que de Dieu. Ça ne te semble pas, toi, d'une vie tout à fait agréable ? La recherche. Ils font chier personne. Ils consomment que peu. Et mettre leur service au service de quelque chose de plus grand ou autre qu'eux-mêmes. Mais ça va à l'encontre de ce que la société pousse à faire actuellement. C'est-à-dire en quel sens ? Dans le sens où j'ai pas l'impression que le fait de consommer peu, de réfléchir beaucoup, soit forcément ce qui soit encouragé. Non, effectivement, non. Non, on veut même nous faire consommer de toutes les manières le plus possible. Oui. Et même dans un sport que j'aime beaucoup, l'aspect spectacle du MMA, je suis pas toujours très, très en phase avec ce genre de choses. Non, parce qu'ils veulent remplir les théâtres. Et les théâtres, des fois, c'est 10 à 20 000 places. Et tu peux pas avoir que des maîtres de MMA qui payent leur place. Tu es obligé de remplir la foule et tous les... Même la lie de la société, tant qu'elle peut venir, qu'elle paye. Ce qui fait que des fois, tu as des mots. T'entends comme ça, tu dis attends, tu peux pas dire ça. Moi qui ai étudié toute ma vie le MMA, il y a une qualité de quand je regarde un combat, c'est pas comme quelqu'un d'autre qui regarde un combat. Il y a tout l'aspect technique je peux me faire des images dans ma tête et aller loin. Et c'est un langage et une science en même temps le MMA, puisqu'il faut des années de répétition technique et de découverte avec différentes méthodes de différents professeurs. Un peu comme j'imagine un apprenti philosophe, il a besoin d'un philosophe référent à la base sur qui il va tout apprendre, et puis après un autre pour mettre les deux visions, et puis un troisième, mais que chaque découverte et apprentissage d'une méthode prennent au moins 5 à 10 ans. Donc c'est tout à fait des maîtres plutôt que des gens qui poussent le grillage de la cage pour en découdre bêtement en fait. Mais ça, c'est moi qui le dis. Hein. C'est pas, j'ai des confrères qui vont pas penser la même chose. Mais souvent, le mec qui fait du MMA, il est tranquille. Hein. Il est tout à fait sympathique. Hein. Il est canalisé. Oui. Souvent. Oui, c'est plutôt un sport qui fera pas de toi quelqu'un de violent dans la rue ou dans ton monde social. Tu exerces ta pratique déjà à un endroit. Et le fait de passer le savoir... Vous êtes tous les deux professeurs, pour le coup, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que c'est ça la chose que vous avez, votre dharma, est-ce qu'on pourrait dire, en utilisant le terme indien ? On pourrait dire que c'est mon dharma, oui. Transmettre, oui. Effectivement, je pense que c'est important de transmettre. Et il y a eu un moment où, une première fois où ça a été la réalisation de « ça, c'est vraiment cool ». Disons qu'il y a une fois où j'ai compris que quand j'étais devant mes étudiants, là, qu'en fait, on peut transmettre autant parce que l'on est que parce que l'on dit. Et ça aussi, c'est important. Parce qu'au fond,
ce que l'on dit, bon, ils peuvent l'avoir déjà entendu ailleurs, mais j'ai compris qu'on transmettait aussi autre chose qui est dans l'infra-linguistique, qu'on ne dit pas. On transmet une certaine qualité de vie, un certain... Voilà, on transmet beaucoup de choses sur qui on est. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. Le côté aussi exemplaire, donc, ça veut dire... Oui, et je pense qu'ils attendent ça aussi. Ils veulent quelqu'un en face d'eux. Je pense que la pire des choses, c'est quand ils sentent qu'on ne fait que dire des choses apprises. Enfin bon, on dit ce qu'on nous demande de dire. Mais il n'y a pas que ça pour les étudiants. Il y a aussi qui j'ai en face de moi. Moi, je suis C'est d'accord. important, ça. Je suis d'accord avec Marc. N'écoute pas le poète, regarde comment il vit. Oui, c'est ça, oui. Et tu avais même, ça devait être Bruce Lee, il disait sur l'enseignement, il disait je suis karmiquement responsable de la technique que je t'enseigne. Tu vois, c'est un peu pour le côté, il y a tout un héritage qui vient, donc sois-en conscient, donc c'est tout sauf de la rigolade qu'on fait. Après, moi, le côté exemplaire, c'est pas que je le rejette, mais je dis, je suis pas un exemple. S'il y a des choses dont tu veux parler et qui t'inspirent parce que tu as vu mon histoire ou des documentaires et il se trouve que ça te parle et que tu sentes que ça crée en toi un certain sens de bonheur ou de... Bah, très bien, mais je suis pas ton... Mais je pense qu'il faut aussi extraire ce côté exemple, ou plutôt lui retirer ce côté de exemplaire, c'est l'exemple à suivre, mais ça peut être aussi un exemple, en fait. Un exemple. C'est ta vie et même ta philosophie. Je pense que de façon globalement, qu'elle soit occidentale ou orientale, le fait d'essayer de vivre avec rectitude, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce que toi tu penses être la bonne chose, avec la bonne philosophie, la bonne manière de penser, ça c'est déjà la chose la plus importante. Et si les gens déjà arrivent à faire ça, à agir et à ne pas avoir de différence entre ce que je pense être bien et la manière dont j'agis, là déjà c'est déjà quelque chose de complexe. Et la notion de bien et mal, je trouve qu'elle est une interrogation assez profonde. En tout cas, moi, c'est mon impression. Elle est cette espèce de dichotomie primale, première, qu'ont les hommes. Et elle coïncide un peu avec ce côté de douleur. J'ai l'impression, en tout cas. La douleur, c'est ce qui va être mauvais et l'absence de douleur, c'est ce qui va être plutôt bénéfique. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement compliqué parce qu'on peut trouver aussi de la réalisation dans ce côté peine et douleur. Ouais, c'est tout le principe de progresser. Hein. Tout à fait. Le sport en général, c'est un traumatisme qu'on va toujours en grandissant et donc son corps s'adapte. Il n'y a aucun progrès sans souffrance. Mais il ne s'agit pas d'une souffrance qui s'apparente à de la déchéance et une perte finalement. C'est plus une souffrance maîtrisée qui amène d'un point A à un point B avec résultat, même s'il ne faut pas être attaché au résultat, avec résultat dans le sens carrière de sportif qui est la victoire. Et le plus beau, c'est d'arriver à la fin et dire bah, tu vois, je vais dire une chose, même de la victoire, j'en suis pas responsable. Mais je trouve que par exemple... Là, je voyais, il y avait les IMAF la semaine dernière. Donc les IMAF, c'est les championnats d'Europe, là pour le coup, de MMA. Et il y avait quand même des grands moments de joie au moment où les gens reçoivent leur médaille. Donc on est un petit peu obligé d'avoir cet aspect-là. Et c'est drôle, je trouve que c'est plus intéressant de voir ça comme un processus, en fait. C'est-à-dire, on ne demande pas à tout le monde d'agir de manière désintéressée dès qu'ils sortent du ventre de leur mère. C'est un processus de long terme, ça te demande aussi une maturité, et donc potentiellement tu vas faire, entre guillemets, ce que tu interpréteras comme des erreurs, ou en tout cas une action qui n'était peut-être pas la bonne manière de faire, mais c'est un processus, et c'est long. Et encore une fois, pour arriver nulle part, il n'y a pas le feu, il y a pas le... Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Vas-y à fond, mais... Ouais. Est-ce qu'il y a un sens ? Mais je peux comprendre que certaines personnes soient désarçonnées par ça. Que ça. En fait, j'ai presque l'impression, si on leur dit ça trop tôt, on peut briser, entre guillemets, des gens. En fait, ça peut casser des gens dans leur volonté de faire quelque chose. Moi, j'ai des élèves où je leur dis, là, il faut que tu y ailles, il faut que tu te sortes, il faut que tu y ailles. Et il y a des élèves, je leur dis, pas bagarre, fais pas. Ça dépend à qui, après, tu dis. Il y a ça aussi.
Et puis toi-même, la prétention de croire, de dire que lui, je pense que... Moi, je parle toujours en termes de professeur de MMA. Je leur dis pas des choses qui sortent de ce contexte-là. Hmm. Après, des fois, ils me demandent, parce qu'au bout d'un moment, ils voient que, voilà, ils voient qu'il y a une ouverture. Donc, ils vont me dire, bah, tiens, là, qu'est-ce que tu ferais? Là, je leur dis, mais plus en tant qu'homme, mais jamais en tant que... Je crois que j'ai un peu peur de la place de, tu vois, de gourou ou de professeur, en fait, même. Je suis juste un pote. C'est juste fraternel, presque. Parce que, comme disait Marc, il recherche un lien. Et le lien, moi, je le vois, il cherche presque un lien fraternel. Bah, attends, s'ils viennent à 19h, 20h30 le soir, faire 1h30 de sport, après une journée de travail, c'est pour aller chercher ce qu'ils n'ont pas pu goûter pendant leur journée. Donc, je suis dur dans le travail, mais je ne peux pas leur demander de faire comme moi ce que j'ai fait, c'est trop dur. Il faut du plaisir. Mais ta posture, elle est, pour le coup, je suppose, pas la même, parce que vous qui avez des personnes en face de vous, vous pouvez pas toujours être... Il y a quand même un rapport hiérarchique, je suppose, Oui, mais pas trop. J'ai jamais beaucoup insisté là-dessus, moi. Non. Ok. J'ai jamais été quelqu'un d'autoritaire. D'accord. J'aime pas ça. Et donc, ça se présente comment, votre rapport avec vos élèves? Est-ce que déjà, genre, je suppose que c'est ça aussi. Il y a des bons professeurs, mais il y a aussi des bons professeurs pour certaines personnes. Il y a des gens avec qui ça va tout On simplement peut mieux pas passer. prétendre plaire à tout le monde. Bon, c'est pas le but. Hein. Après, on essaie d'instaurer un certain rapport. On voit avec qui ça marche. Et si ça marche pas avec d'autres, tant pis. On peut pas. Voilà. On peut pas. Ça aussi, il faut l'accepter, de pas pouvoir plaire à tout le monde. Et puis, il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Il y a des gens qui acceptent plus ou moins aussi ce qu'on leur dit. Mais effectivement, le but, c'est pas de dire, voilà, vous devez m'obéir, non. Ça, j'aime pas tellement cette posture. Je suis le maître, je donne des ordres. Non, non. C'est plutôt, voilà, on fait des choses ensemble. Et après, il y a ceux qui suivent et il y a ceux qui suivent pas. Bon, tout le monde peut pas suivre. C'est comme ça, ça fait partie de la vie aussi, hein. Ça reste quand même encore des choses de passionnés, les choses que vous apprenez, parce que Ah oui. donc, la vision, Ouais. c'est-à-dire, c'est aussi ça, c'est que sociologiquement, vous avez quand même en face de vous des personnes qui ont une envie d'apprendre. Je pense que d'ailleurs que c'est peut-être un parallèle à avoir avec les gens qui font du Ouais. MMA. Ah bah oui, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être C'est là. ça. Ce qui est déjà un premier travail de fait Ouais. là-dessus. Et vous avez vu un changement dans les élèves, dans la typologie des élèves, les choses qui les motivent, peut-être leur philosophie interne aussi, ou pas tant? Non, je vois pas trop de changements. Enfin, bien sûr, je sens bien qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, alors que moi, j'y vais pas. Mais bon, mais ça, c'est pas très gênant. Ça, c'est leur vie aussi. Ils sont dans un certain rapport. Je pense qu'eux aussi, ils verront dans quelques années que, voilà, ils en reviendront des réseaux sociaux. Hein. Je pense qu'ils en reviendront, c'est sûr. Ils verront que c'est pas non plus la joie tout le temps et que, pardon, la reconnaissance, c'est quelque chose qui peut être un peu illusoire. Surtout sur les réseaux sociaux. Hein. C'est en effet une complexité. Mais c'est illusoire, mais c'est aussi souvent une manière d'acquérir une certaine liberté, on pourrait dire, pour certaines personnes en tout cas. Le fait, par exemple, moi, de vouloir faire le podcast, c'est parce que je veux parler avec des personnes intéressantes. C'est ça ma motivation première. Et d'essayer d'avoir une communauté à bâtir autour, c'est ce qui me permettra de continuer à pouvoir le faire sans que ça me coûte, entre guillemets, trop d'argent. C'est un petit peu cette volonté-là. Je crois que je ne suis pas tout seul dans cette logique aussi instrumentale des réseaux sociaux. Je crois même que la plupart des gens le sont. En tout cas, je pense. Là, tu parles d'utilisation professionnelle. Tout à fait. Notamment les gens qui font de MMA, clairement, il y en a plein Et où, ouais. s'ils pouvaient, ils ne seraient pas sur les réseaux, en fait, tout simplement. Ils ne discuteraient pas, ils n'en parleraient pas. Mais il y a aussi un impératif pour séduire des organisations, pour qu'elles viennent vous embaucher pour combattre. Il faut quand même que tu puisses faire signer, Et finalement, faire vendre des billets. Ouais. Et ouais, c'est sûr. C'était peut-être moins présent à ton époque. Quand même. Moi, je suis arrivé après Connor. Ouais. Puis à l'époque, il y a toujours eu à toute époque, même en boxe anglaise, en MMA. À l'époque, c'était Tito Ortiz, Chuck Liddell qui étaient là. Il y a toujours eu en vrai. Vrai. Il y a des différences d'utilisation, mais sur ce thème, il y a toujours eu le côté. Tu vois,
côté américain, l'autre c'est l'américain, l'autre c'est l'anglais, l'autre c'est le storytelling, il y a toujours eu. Mais c'était un rêve aussi pour toi, ou d'un moment. Tu avais le rêve américain quand même. Ouais, carrément. Et je suis un pur produit du rêve américain, démarrant du nord de la France, passant par Paris, et puis ensuite pour partir côte ouest. Alors moi, je n'étais pas à LA, bien que j'y ai passé quelques temps, mais c'était plus Albuquerque, Las Vegas, et puis après, fin du périple à Sacramento, donc la capitale de la Californie. Donc ouais, moi j'ai adoré. J'y suis revenu, hein. Mais j'ai adoré le fait qu'aux États-Unis, déjà à l'époque, le MMA y était légal. Donc ça m'arrangeait, puisqu'en France, c'était pas encore installé, donc sous-développé. Et donc je bénéficiais à la fois d'être le fer de lance français du marché européen, plus le fait d'habiter aux États-Unis et de vivre dans une grande équipe de MMA, ce qui fait que j'avais la double face, quoi. Je pouvais être et puis comme je parlais anglais, donc ils pouvaient m'utiliser pour les deux. Ils pouvaient m'utiliser pour un gros UFC ou alors pour un UFC Fight Night en Europe. Donc voilà. Et vous l'avez eu, vous, le rêve américain? J'imagine que dans le monde académique, on est d'accord, c'est ce que je pensais. Moi, c'est plutôt l'Orient, moi, qui m'attire. Ouais. Plus que Et l'Orient, quelque chose en particulier? C'était parce que j'aime beaucoup aussi le Japon. Je trouve que c'est une civilisation assez fascinante. Oui, c'est sûr que l'Orient, c'est... là, on revient à la Gita, c'est... je décide rien et je vois comment les choses se font. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut irriter quelquefois en Occident quand on dit ça aux gens. Attendez, regardons comment les choses se font. Et les gens vous disent toujours, mais on n'a pas le temps. Mais si, on a le temps. C'est ça le problème, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent qu'on a énormément de temps devant nous. Et ça, c'est le proverbe chinois, quand tu es pressé, prends ton temps, quoi. Et voilà. Mais nous, on a du mal avec ça en Occident. Et le Japon, c'est vrai que c'est aussi un avis. J'ai l'impression qu'il y a, depuis ces dernières années, l'importance culturelle qu'a pris le Japon, elle est grandissante. C'est-à-dire, comparé à la taille du pays et à son importance culturelle, que ce soit par sa littérature ou par toute son iconographie, par les sports de combat également. Les sports de combat, notamment en France, judo et karaté, j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont très ancrées. Aikido aussi. Moi, j'ai fait de l'aïkido, oui. À Vincennes, au dojo de Vincennes. D'accord. Et des sports de combat que le Aikido? Oui, que l'aïkido. Et malheureusement, j'ai dû arrêter parce que c'était la chute. J'arrivais pas à intégrer la chute. Et si on n'arrive pas à intégrer la chute, on peut pas aller au-delà. On peut pas aller au-delà, c'est pas possible. Mais j'avais une retenue par rapport à ça. Et le sport a quand même fait partie de votre vie? Oui, mais j'ai fait du sport, beaucoup de natation à une époque, et du vélo. Oui. Ouais. Donc dépassement physique est quand même c'est logique, en fait, je trouve. Même pour retrouver une forme de sérénité quand on réfléchit beaucoup, c'est bien de partir courir ou de partir faire quelque chose. Ah oui. Puis et on sent son corps. Quelquefois, parce qu'on a tendance à l'oublier dans la journée, notre corps. Et là, on le sent quand on fait du sport. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, je trouve ça top. C'est une manière un peu sereine. Est-ce que vous voyez d'autres choses, peut-être des questions à poser l'un à l'autre? Ça peut être intéressant aussi. On a parlé de la Bhagavad Gita. C'est vrai. Peut-être, je pense que les gens butent, et moi, ça a été aussi un moment comme ça qui a duré quelque temps. De ce moment où comment on peut saisir intellectuellement le fait qu'il n'y ait pas de libre arbitre au sens Bhagavad Gita. Ouais. C'est vrai que comment on le comprend intellectuellement, c'est pas simple, ça, effectivement, parce que c'est peut-être pas seulement une compréhension intellectuelle, quoi, c'est ça. Je pense que ça engage d'autres choses en soi. Une espèce de laisser-faire, voilà. Alors là aussi, il faut faire attention parce que cette expression laisser-faire, on l'entend à toutes les sauces. Et je ne sais pas si c'est toujours bien compris de ceux qui l'utilisent, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on lâche prise un peu. Voilà, il ne faut pas se précipiter. Il faut voir un peu comment se passent les choses. Parce que de toute façon, on est déjà pris dans un courant. C'est pour ça que je n'y crois pas trop à la liberté individuelle. Parce que
dans notre conception de la liberté, il y a l'idée que voilà, je vais commencer quelque chose. Mais moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il n'y avait rien à commencer, que les choses avaient déjà commencé sans moi. Donc, au fond, j'essaie de rattraper le train. Mais le train, c'est pas moi qui le conduis. Et je sais même pas qui le conduit, le train. Mais je sais qu'à un moment, il faut sauter dans le train. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, on reste par terre, quoi. Et c'est vraiment un peu bête, quoi, de rester par terre. Mais, bon, qui le conduit, ce train, j'en sais rien. Mais je sais qu'à un moment, il faut sauter dans le train, quoi. C'est un petit peu l'ingénuité. C'est un retrouver ce côté d'agir d'enfant. C'est-à-dire, j'agis parce que, bah voilà, c'est tout. Il y a un côté un peu instinctif aussi. Il y a des moments où on se dit, on fait des choses, on ne sait pas vraiment pourquoi on les fait. Mais on les fait, quoi. C'est vrai que ça, quand on dit ça en Occident, les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça comme ça. Parce que les gens aiment bien savoir pourquoi ils font les choses. Mais moi, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Mais c'est aussi la tradition judéo-chrétienne du libre arbitre. C'est un peu ce qu'a... Exactement. Comment dire, ce qui est exceptionnel dans l'homme, c'est son libre arbitre. Mais de toute façon, c'est une théorie chrétienne. Hein. Les Grecs, ils n'avaient pas ça. Hein. Il n'y a pas du tout ça chez les Grecs. Chez les Grecs, c'est le destin. C'est les dieux qui ont tout voulu. Hein. Édipe, il a rien choisi. Il y va parce qu'il sait qu'il doit y aller. C'est tout. Et vous avez un moment de, comment dire, dans la tradition philosophique, la naissance du libre arbitre, il est à peu près à quel moment? Ah bon, on voit très bien, c'est Saint Paul. C'est Saint Paul. C'est lui qui est à l'origine de la doctrine du libre arbitre. Et après, c'est repris par Augustin. Et Augustin, bon, c'est le grand théologien de l'Église catholique. Et après, tout le monde va suivre Augustin. Mais c'est les chrétiens qui ont inventé cette notion de libre arbitre. Ça n'existe pas chez les Grecs. Complètement étranger chez les Grecs. Et dans le mythe de Gilgamesh, est-ce qu'on n'y verrait pas déjà un petit peu chez Gilgamesh ce côté libre arbitre? Gilgamesh, c'est la quête de l'immortalité. Hein. Lui... Mais de rendre le monde son instrument. C'est un peu ça aussi dans sa quête à lui. Il a ce côté de démiurge, en fait. Ouais, mais il y a un moment où il comprend que l'immortalité, il l'aura pas, quoi. Mais sa compréhension, c'est au fil de Gilgamesh. Mais la volonté primale quand il commence, ça reste un symbole de libre arbitre dans une certaine mesure ou pas? Moi, je vois pas trop de libre arbitre dans Gilgamesh non plus. Hein. Parce qu'en fait, il se sait dépasser par quelque chose. Donc ça veut dire que le libre arbitre est véritablement très récent dans l'histoire humaine. Dans l'histoire humaine, assez récent. Je pense qu'il y a beaucoup de cultures où ça n'existe pas du tout. Hein. Mais où les gens font très bien ce qu'ils ont à faire. Ils n'en ont pas besoin, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ça a une capacité de séduction, le libre arbitre. Ça a une capacité de séduction, surtout, je dirais, pour ceux qui réussissent. C'est très capitaliste. Complètement. Je trouve que c'est vraiment la doctrine de ceux qui réussissent dans la vie. Oui. Qui vous entendez dire, quand on veut, on peut, ceux qui réussissent. Mais il y a aussi tous les autres qui n'ont pas réussi. Et on leur dit quoi vous n'avez pas assez voulu. Et donc en plus, on les culpabilise. Vous n'avez pas assez voulu, donc c'est de votre faute, au fond. Si vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'avez pas assez voulu. Mais non, c'est pas comme ça. Et puis de ceux qu'on met sur le bas-côté et qu'on dit qu'ils profitent, ou etc., si tu les mets en Inde, ils peuvent être vénérés, considérés comme des sages, des fois. Ah oui. Mais en même temps, parce que ça, c'est aussi ce que je trouve très intéressant, c'est que la généralisation du capitalisme à l'échelle mondiale, j'avais voyagé un petit peu aussi en Afrique, par exemple, et je me rendais compte que cette volonté, en fait, j'avais été dans le village de Francis Ngannou. Donc, Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui a été champion de l'UFC dans la catégorie des poids lourds. Et en fait, il est parti de son village de Batié, allé à Douala, et ensuite il a remonté en fait pour arriver en France. Une fois qu'il a réussi à arriver en France, il est parti aux États-Unis pour s'entraîner, pour devenir champion du monde à l'UFC. Et en fait, son exemple a montré, et en plus, lui, comme il le présentait, c'est personne ne croyait en moi. J'y suis allé à la force de mes bras, à la force de mes poings, et j'ai fini par m'y imposer. Et donc, ce que je voyais, c'est l'effet que ça avait eu chez les enfants du village de Batié. C'est vu qu'il était devenu exemplaire et qu'il avait prouvé que c'était possible, et eux tous rêvaient de ce genre de choses. Ouais. Et à tel point qu'à un moment, et ça aussi, ça a été un moment où ça m'a... En fait, je faisais l'interview
d'un cousin, pour le coup, de Francis. Et il me disait, mais moi, en fait, je fais du jiu-jitsu brésilien à Battier parce que c'est là maintenant. Et ça va me permettre de m'en sortir pécuniairement et socialement. Donc c'est pour ça que je fais des sports de combat. Pas par passion particulière, mais dans l'idée de je veux gagner de l'argent avec ça parce que c'est plus facile. Ascenseur Ouais. social. Exactement. Mais ce qui est fou, parce que en France, c'est totalement vu à l'inverse. Quelqu'un qui dit je veux devenir sportif de haut niveau, on va lui dire fais tes études. C'est ça le plus important. Et lui, il avait la chose inverse. Il voulait faire des études, c'était ça qu'il voulait faire. Mais l'ascenseur social était plus facile dans ce sens-là. Et en fait, quand il m'a dit ça, mon cerveau a eu un moment de ah, je comprends pas. Attends, de quoi tu parles? Et en fait, quand je l'ai compris, j'ai fait ouais, c'est fou. Et c'est là où je me suis aussi rendu compte qu'on est aussi le produit d'un monde, en fait. Je suis le produit de l'Occident, je suis le produit de la France, de l'éducation, de ce que m'ont donné mes parents, mes amis, etc. Et que je pouvais pas comprendre son monde à lui tant que je l'avais pas vu de mes yeux et tant que j'avais pas discuté avec lui. Mais ce que je me suis rendu compte, par contre, par ce biais-là, c'est que ce capitalisme, cette possibilité d'être le maître de son destin, c'est un pouvoir de séduction qui est extrêmement puissant. Quand on va présenter ces deux alternatives à quelqu'un, soit tu as la possibilité d'être maître de toi-même, soit tout est écrit, ça va être compliqué pour lui de choisir forcément toujours Oui, mais la c'est transcendance. réservé à très peu de gens. Tout à fait. C'est ça. Mm. C'est là où les gens sont des illusions. Mm. Lui, c'est très bien, il a réussi, mais à côté de lui, il y en a plein qui réussiront pas. Mais pour le coup, il n'a pas encore réussi. Et c'est tout à fait ça, même la problématique. C'est que l'exemple de Francis n'est pas forcément un exemple où, oui, déjà, si toute la population de son village migre pour essayer de réussir, vous avez raison, tout le monde n'y arrivera pas. Tout le monde n'a pas la discipline, tout le monde n'a pas l'envie, tout le monde n'a pas les motivations suffisantes pour aller faire ce genre de choses. Mais est-ce que ça veut dire que la quête de moi, j'ai l'impression que la quête de transcendance est plus compliquée actuellement. En tout cas, c'est peut-être mon avis. Mais transcendance pour aller de où à où? De toute façon, la question de la transcendance, c'est vers où Voilà. on a envie d'aller. Donc, il n'y a pas forcément une transcendance, mais la quête de transcendance dans son aspect global, le fait de réfléchir sur le sens des choses, sur est-ce qu'il y a un sens au monde, c'est pas forcément la chose la plus comment dire, complète et de ce qu'on voit en fait tous les jours, tout simplement. Les gens qui réfléchissent, c'est pas eux qui vont faire beaucoup de clics sur les réseaux. Est-ce que c'est forcément l'étalon social? Je sais pas, mais en partie. C'est mon avis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, mais elle existe toujours, c'est vrai, cette quête de transcendance. Mais oui, j'entends des gens disent se dépasser. Oui, très bien, mais voilà, mais pour aller vers où? C'est ça. On n'a plus les réponses. Avant, on disait Dieu, etc. Mais bon, tout ça, ça reste vrai, mais enfin, c'est pas de manière aussi intense qu'autrefois. Surtout en France, pour le coup. Peut-être Surtout, dans d'autres voilà, pays. surtout en Europe, oui. Quelquefois, je me dis, justement, en lisant la Gita aussi, ce qu'elle nous apprend, c'est que il faut rester aussi... au fond, on est de la matière. Hein. On est de la matière, on est entouré de matière, tout est matière. Donc, il faut aussi, quelquefois, reprendre contact avec la matière. Un peu d'humilité. L'Occident, quelquefois, ce qui me gêne un peu dans l'Occident, c'est un manque d'humilité, quoi. Les gens, ils ont quand même... il y a quand même pas mal de mégalomanes et en plus qui nous tirent. C'est-à-dire qui tirent la société avec eux. Hein, quand on pense à Elon Musk, c'est le cas flagrant, quoi. On a envie de leur dire, on se calme, quoi. Un peu d'humilité quand même. Hein. Et dans votre quête personnelle, c'est quoi pour le coup, vous? Est-ce que vous avez encore cette quête de transcendance? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché? Je sais pas. Est-ce que vous cherchez quelque chose, par exemple l'attrait vers l'Occident? Est-ce que c'était des réponses que vous cherchiez ou vous êtes véritablement laissé porter Ouais, je pense que je me suis laissé porter. Voilà. Et ce que je dis en ce moment, c'est que j'ai plus envie de m'entourer de choses négatives. Voilà. Ni de gens négatifs. Les gens négatifs, maintenant, je les sens tout de suite.
à 10 kilomètres. Et j'ai plus envie de gens négatifs autour de moi, j'ai plus envie de choses négatives. Parce que, effectivement, si on veut aller là où on veut aller, même si je ne sais pas où je veux aller, je veux plus de choses qui me freinent, qui fassent d'obstacles. Et ça, je pense que ça, c'est important. On se laisse trop freiner par des choses négatives. Et ça, c'est bien de sentir qu'on est avec des gens positifs. Ça, c'est bien. Et curieux. Moi, c'est aussi Voilà, ça que j'aime bien. des gens avec qui on sent qu'on peut faire quelque chose. Ce que j'appelle les gens négatifs, c'est les gens avec qui on ne peut rien faire, quoi. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Vous sentez qu'ils ne vous écoutent même pas. Ils sont de leur truc à eux. Bon, bah alors, à ce moment-là, pourquoi parler, quoi? Si l'autre n'écoute pas, bon, ça ne sert à rien de parler. Hein. Voilà. Une leçon à laquelle je souscris totalement. Je suppose que même pour toi, ça doit être quelque chose qui te... Ouais, simple. Tout à l'heure, Marc, il avait dit, pas à l'anglaise, mais less is better. Quand vous parliez de... Ça se fait faire moins, puisque tout se fait tout seul, alors il n'y a vraiment rien à faire, l'air de rien. Hein. Et si je dois répondre à la question que tu nous as posée, moi, la transcendance, elle s'opère toujours autant, je dirais, tambour battant, mais c'est plus en conscience. Par exemple, les films, c'est toujours quelque chose qui reste dans les choses que j'aimerais faire, que ce soit en chorégraphe de combat ou des choses tout à fait, dans la qualité d'émotion ou d'interprétation. Toujours me développer en termes techniques dans mon art, dans mon grand amour qui est le MMA, parce que la quête, elle est infinie et c'est ça qui est intéressant. Ne serait-ce que dans la transmission, que chaque phrase que je dis, même si on ne peut jamais être entendu à 100%, que ce soit encore plus efficace dans la façon dont c'est... Voilà, améliorer les quelques qualités que j'ai dans certains domaines, c'est déjà bien, tu vois. Quelques voyages, ce sera déjà énorme, tu vois. Il y a encore des destinations que tu aimerais... Ouais, mais moi, j'ai pas voyagé tant que ça, hein, finalement, à part les États-Unis. Plutôt l'Asie et l'Amérique du Sud. Oui, donc c'est deux endroits qui poussent un peu tout le monde dans cet aspect-là. Mais oui, je souscris totalement. Il y avait une phrase de Kerouac, c'est « Un jour, je trouverai les mots et ceux-ci seront simples ». Je crois qu'il y a un peu de cette logique-là, dans quelle que soit d'ailleurs la manière dont on le fait. Plutôt que de chercher la complexité, essayer de trouver le mot juste, la phrase juste qui fait comprendre la chose qu'on voulait faire comprendre. Ça aussi, ça a été une grande prise de conscience pour moi. J'ai écrit un premier roman qui s'appelait Tisseur de rêves. Et en fait, le point de départ de ce roman-là, c'était de me dire que passer des informations par la parole était pas très, très, très efficace. Il y avait beaucoup de déperdition. Il y avait la déperdition de quelle était la manière dont la personne allait l'entendre, quelle était son histoire de vie, où tel mot allait être, par exemple, quelque chose qui allait le faire réagir, surréagir, où il n'allait pas comprendre le mot que j'utilise dans le contexte que j'utilise. Et en fait, c'était ça aussi, cette question-là. Et j'ai l'impression que même à travers les réseaux sociaux et même toutes les évolutions technologiques, c'est un petit peu aussi ce questionnement-là qu'on essaye de solutionner. Comment passer l'information de la manière la plus pure possible. Et l'intelligence artificielle va nous interroger là-dessus, je pense, à vitesse grand V. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense je vais merci Mathieu, merci Tom. Merci Marc, merci Mathieu. C'était vraiment une intervention, je pense, profonde. Il va y avoir quelque chose de très dense, mais c'est extrêmement intéressant. Et lisez la Bhagavad Gita, la traduction pour le coup, si vous pouvez la montrer à la caméra, que les gens puissent juste là-bas. Et voilà, donc ce sera cette version-là qu'il faudra avoir. Je vous encourage aussi à lire les autres textes fondateurs indiens et même les autres. L'Iliade et l'Odyssée, c'est aussi très intéressant. Mais Mahabharata, Ramayana, c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes. En plus, on voit il y a un côté, c'est des héros, c'est des vraies histoires, c'est des vraies épopées. Donc, allez-y, lisez ça et vous y trouverez en plus un peu de philosophie. Merci beaucoup.